Vous écoutez La Voix de la jeunesse sur Étincelle Radio. La voix des jeunes pour le renouveau démocratique. Pour le mois d'octobre, Étincelle Radio diffusera une série d'émissions, de commentaires, d'opinions et d'analyses qui porteront sur le 50e anniversaire de la proclamation de la loi sur les mesures de guerre. Joignez-vous à la discussion en nous envoyant par courriel ou via Facebook vos suggestions et vos commentaires. Le contexte d'octobre 1970 ne se résume pas à une série d'actes terroristes. Le récent livre de Jean-François Lisée, intitulé Insurrection appréhendée, le grand mensonge d'octobre 1970, place la crise d'octobre dans un contexte passablement étroit. Le contexte étant, je cite, « un violent bruit de fond ». On a peine à imaginer, à un demi-siècle de distance, combien la violence politique faisait partie du quotidien des citoyens du Québec, des Amériques et d'Europe, pendant les années qui ont précédé et suivi la crise d'octobre 1970. Les Occidentaux des années 1960 et 1970 cohabitaient avec un terrorisme multiforme. Aux informations de fin de soirée et dans le journal du matin, la violence surgissait de partout et de chez soi. Il y avait les Basques, les Corses, les Irlandais violents, les Palestiniens, bien sûr, figuraient parmi les plus actifs. Fin de la citation. Cette description est-elle un bon reflet du contexte tel que le vivait le peuple québécois à cette époque? Quiconque a vécu cette époque sait très bien que le contexte, même politique, ne peut être présenté de façon aussi unilatérale. Rappelons que les luttes anticoloniales et anti-impérialistes avaient lieu partout dans le monde. Plusieurs, dont celle du peuple vietnamien, par exemple, se menaient contre l'agression et l'occupation impérialiste américaine et jouissaient d'un grand appui de la part des peuples québécois et canadiens en dépit des efforts de la part de l'État canadien d'apaisement face à ces agressions américaines, à l'encontre de tout droit international et de tout droit humain. Le Québec et le Canada n'ont pas été épargnés par cette ingérence des États-Unis, par leurs efforts pour contrôler les ressources naturelles et humaines des pays du monde. Ainsi, le contexte des événements d'octobre 1970 et de la loi sur les mesures de guerre en était un d'une vaste expansion de l'impérialisme américain au Québec et au Canada, de restructuration de l'État par le gouvernement de Pierre-Elliott Trudeau pour faciliter cette expansion et étouffer la révolte des travailleurs, des femmes et des jeunes contre leurs conditions. Sur le plan militaire, non seulement le Canada faisait partie de l'OTAN, mais il a joué un rôle actif dans sa création. Il y avait toutes sortes d'implications au niveau de rendre les territoires des peuples, dont les peuples des Premières Nations, disponibles aux activités militaires des États-Unis, comme par exemple installer des bases de missiles à ogives nucléaires. Plusieurs ententes secrètes ont aussi été signées pour que la production militaire au Québec et au Canada serve directement à la machine de guerre américaine. Le sentiment des gens contre cette emprise des États-Unis sur le Québec, par le biais de l'OTAN, était tel que dans le premier programme politique du Parti québécois, il y avait une résolution à l'effet que le Québec sorte de l'OTAN. Cette adhésion à l'OTAN voulait aussi dire que l'État canadien allait se soumettre aux agences de renseignement américains qui poursuivaient à l'échelle mondiale, y compris au Québec, l'opération Chaos, dans le but d'infiltrer et même créer des groupes et elles-mêmes participer à des activités terroristes pour ensuite blâmer le peuple et justifier la répression. Sur le plan économique, des noms qui aujourd'hui sont devenus familiers, souvent pas nécessairement en raison de la qualité de leurs produits, faisaient leur entrée au Québec et au Canada. Par exemple, la chaîne Poulet Frit à la Kentucky a détruit les petites fermes avicoles de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et a construit d'énormes fermes pour le marché de Montréal. À Sherbrooke, la compagnie Carnation a liquidé les petits producteurs laitiers régionaux. Les investissements américains dans l'industrie des pâtes et papiers ont liquidé plus de 100 petites usines par an
et la production a été reprise par de grands monopoles mécanisés qui n'embauchaient qu'un petit pourcentage des travailleurs mis à pied. La même situation existait dans les mines de minerai de fer et d'extraction de l'amiante. En 1970, plusieurs compagnies américaines n'ont pas renouvelé leurs contrats avec des entreprises situées au Québec, préférant les donner à leurs propres usines en difficulté aux États-Unis. Plus de 9000 travailleurs ont été mis à pied à Montréal seulement, chez Canadair, United Aircraft, Marconi et Northern Electric. Il en résultait un chômage massif qui a frappé encore plus fort dans des régions comme Trois-Rivières, Saint-Jean et Saint-Jérôme et dans les quartiers populaires de Montréal comme Saint-Henri et Saint-Jacques. Les grands projets hydroélectriques de l'époque ont été faits sur la base d'emprunts des financiers américains, ce qui fait que jusqu'à ce jour, les divers représentants des partis politiques du Québec au pouvoir se traînent devant ces magnats de la finance parce que, comme l'avait déclaré Lucien Bouchard lorsqu'il était premier ministre du Québec, il aurait honte d'arriver devant ses maîtres avec un mauvais bulletin, c'est-à-dire une cote de crédit qui ne répondrait pas aux critères d'emprunt de ses créditeurs. Pierre Elliott Trudeau arrive au pouvoir en 1968. Rappelons que plusieurs considèrent que le premier ministre avant lui, Lester B. Pearson, avait été l'homme des Américains, trié sur le volet pour débarquer Diefenbaker. Pour sa part, Trudeau adoptera une série de mesures et de lois ayant comme but et effet de faciliter l'expansion du capital américain et de réprimer les luttes ouvrières et de la jeunesse. Entre autres mesures, entre juin 1968 et octobre 1970, il a adopté une loi sur le travail pour réorganiser les syndicats et les restreindre dans leurs actions. Il a fait adopter une loi sur la sécurité pour utiliser les services de l'immigration et de la citoyenneté pour faciliter l'entrée des nazis et des fascistes au Canada. Il a institué différentes mesures d'incitation pour l'investissement du capital américain au Canada, suivant une politique économique consistant à faciliter le pillage des ressources du Canada et du Québec par les monopoles impérialistes américains. Il a imposé un contrôle arbitraire des salaires et il a augmenté les dépenses pour la police et accru les pouvoirs de police pour réprimer les personnes progressistes et enrôler les jeunes dans la milice dans un plan systématique d'entraînement des troupes à utiliser contre les peuples québécois et canadiens. Ces mesures s'accompagnent de l'entrée en vigueur le 7 septembre 1969 de la loi C-120, qui déclare l'anglais et le français langues officielles du Canada. La politique du bilinguisme et du biculturalisme de Trudeau relègue les autres langues et cultures à un statut inférieur et favorise les divisions chauvines sur la base d'une perspective eurocentrique. En ce qui concerne les Premières Nations, Trudeau fait adopter des politiques d'exploitation et de répression, incluant la présence de la police dans les réserves. Il met en application les mesures du Livre blanc visant censément l'abolition de la loi sur les Indiens, mais signifiant en pratique la suppression permanente des droits ancestraux des peuples autochtones. Ces mesures sont dénoncées autant par les Autochtones que par les non-autochtones. À la fin des années 1960, il y avait des grèves des travailleurs en lutte pour leurs droits, contre le monopole étranger Murray Hill Limousine Service, chez Domtar, Sicard, Ford, entre autres. Il ne se passait pas un jour sans qu'une lutte n'éclate. Dans le secteur qui était devenu public depuis peu, en santé et en éducation en particulier, les luttes pour des meilleurs salaires et conditions de travail avaient déjà commencé. Dans les cégeps et les universités, les étudiants étaient en action sur de nombreuses questions, dont les contenus de cours réactionnaires, pour la souveraineté du Québec et son projet d'édification nationale, contre la guerre du Vietnam et en appui au peuple palestinien, n'en déplaise à l'Élysée. Toutes ces conditions de travail et de vie soulevaient la colère et l'opposition du peuple qui aspirait à bâtir son projet d'édification nationale pour un Québec moderne, indépendant, qui n'est pas sous la gouverne d'un État anglo-canadien et de l'impérialisme américain et ses ambitions guerrières.
Les Québécois voyaient la nécessité de conquérir le pouvoir politique et économique et de bâtir la nation du Québec sur tous les plans, pour que les Québécois ne soient plus, comme le dit le poète national Félix Leclerc, porteurs d'eau, scieurs de bois, locataires et chômeurs dans notre propre pays. C'est ce contexte qui permet de comprendre, entre autres, le recours par Trudeau à la loi sur les mesures de guerre le 16 octobre 1970. C'était pour écraser la lutte du peuple, qui était en effervescence à tous les niveaux, et poursuivre son ordre du jour de soumission du peuple québécois au plan d'expansion de l'impérialisme américain. Ceci met fin à l'émission d'aujourd'hui. Revenez-nous pour la prochaine diffusion. Le plus simple, c'est de nous suivre sur notre page Facebook. Vous la trouverez sous le nom de Jeunes pour le renouveau démocratique. Allez aimer notre page, nos publications et surtout diffusez nos émissions parmi vos camarades, vos amis, vos connaissances. Vous pouvez aussi nous joindre par courriel au ydr.jrd@gmail.com. Au revoir, à bientôt.